Je pense qu'on va commencer avec vous, Laurent Richard, parce que Gilles Pachet a beaucoup parlé de vous, il a beaucoup parlé de Kuhn et Nagel. Il vous a mis un peu en opposition parfois avec les grossistes. Alors, bien sûr, vous avez fait exprès, j'imagine bien. Vous prenez le micro qui est en face de vous, on peut reprendre un petit peu l'historique de la société, plus que centenaire, 1890, aujourd'hui 1000 points dans le monde, 1000 Alors bureaux. ouais, plus de 900 bureaux dans le monde. Donc c'est une société qui a été fondée par Monsieur Kuhn et Monsieur Nagel, qui est mort, Monsieur Nagel, à cheval dans les premières livraisons. Donc ils ont gardé le nom. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est une des plus grosses sociétés logistiques au monde, hein, avec plus de 900 bureaux, présence dans 100 pays. 63 000 personnes. Je sais qu'elle n'est pas très connue en France. Il y a plus des sociétés comme DHL, Geodis qui sont un peu plus connues. Mais voilà, c'est quand même un des leaders de la logistique et de la gestion de la supply chain à travers le monde. Donc vous avez écouté ce qu'a dit Gilles Pachet. Qu'est-ce que vous avez à dire en réaction immédiate comme ça, à chaud, mais sans agression, bien sûr? Non, sans agression. On n'est pas là pour ça. Non, c'est vrai que Kuehne Nagel, c'est vraiment quelqu'un qui se place, comme vous l'avez dit au début, dans la mutualisation de la supply chain. Aujourd'hui, on a 3 départements qui sont justement faits pour ça. On a le département Overseas, donc qui est dans le fret import-export. On a le département logistique et le département distribution, donc pour faire les derniers kilomètres. Donc c'est une société qui se place vraiment dans la gestion de la supply chain, de bout en bout, du fournisseur jusqu'au client du client. Et on apporte des solutions pour avoir la visibilité des fournisseurs, du client, la remontée d'infos, toutes ces choses-là. Je dirais que c'est ce genre de grand groupe met les moyens en place, notamment en termes d'informatique, et pour avoir cette remontée d'informations et pour apporter une valeur ajoutée qui est quand même assez importante aujourd'hui dans une société globalisée. C'est-à-dire qu'on peut parler de concurrence avec les grossistes ou d'opposition de métier? On peut parler, oui, de concurrence. C'est pas forcément les mêmes métiers. Le grossiste va être plus sur des peut-être des niches ou peut-être un peu de valeur ajoutée sur de la prestation vraiment vraiment ciblée. Nous c'est vrai que il y aura toujours de la place pour les grossistes, je pense, mais après nous c'est vraiment une autre taille, donc on va apporter autre chose, quoi. Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution ces dernières années, notamment si on revient à la proximité, au dernier kilomètre? C'est des choses qui ont pris de l'ampleur chez vous, quoi? Oui, récemment, en France, on a racheté à Loin. Donc, c'était le maillon qui nous manquait en France. Donc, c'est vraiment l'importance de gérer la supply chain. Nous, ce qu'on voit, c'est vraiment ça, c'est vraiment la visibilité. Aujourd'hui, on a des solutions qui permettent d'aller voir en Chine comment est fait votre production, jusqu'à la livraison, la remontée d'infos, la remontée du bon de livraison du chauffeur. Donc, c'est vraiment une visibilité totale à travers la chaîne. Et c'est cette évolution-là qu'on voit. C'est vraiment de la cross-culture. Voilà, avant, c'est vrai que avant, le métier de la supply chain n'était pas très bien connu. Maintenant, on voit que c'est quand même des gens qui connaissent la supply chain. C'est pas l'informaticien qui s'occupe du transport. Et il y a des solutions qui sont mises en place en face. Alors, ce qui est intéressant, c'est que hier, vous vous rappelez, on a parlé beaucoup d'omni-spécialistes pour les grossistes. Et il y a un mot qui apparaît aussi en logistique. On parle d'omni-logistique aujourd'hui. Oui, j'étais pas là hier, mais Oui, vous n'étiez pas là hier. mais ouais, enfin moi je parlerais plutôt de cross culture. C'est vrai qu'on a voilà, aujourd'hui les clients demandent des gens pas que spécialisés dans l'overseas, dans la logistique et dans la distribution, mais vraiment qui savent avoir un savoir-faire, un savoir-être sur tous les domaines. Peut-être pas une spécialisation dans tous les domaines parce que c'est dur, mais au moins des connaissances dans tous les domaines. Alors justement, par rapport au métier, quelles nouveautés aussi liées à ces transformations, évolutions? C'est ça, hein, c'est qu'on a de plus en plus d'ingénieurs, on a de plus en plus je dirais, le part informatique vraiment prend beaucoup d'importance parce que c'est ça qui différencie les groupes. Donc il y a vraiment ces spécificités-là, notamment en termes de formation, de choses comme ça. Il faut vraiment être à l'aise avec les outils informatiques, bien sûr, à l'aise avec les langues et toutes ces choses-là. Voilà, la distribution du franco-française, elle est un peu terminée parce que tout est lié aujourd'hui. Alors justement, vous êtes à cette table ronde sans doute le plus important représentant du monde international, on va dire. C'est-à-dire que sinon, on est plutôt sur des marchés français ou européens. On laissera parler Joël Marie et puis Jean-Brice Cernu tout à l'heure. Mais la dimension internationale, justement, en plus des langues, elle impose d'autres contraintes, d'autres changements également. Oui, il faut être...
Je dirais le problème en France, c'est qu'on est un peu tourné vers la France. Il faut être vraiment ouvert aux cultures étrangères. C'est pas la même chose de travailler avec la Chine, de travailler avec l'Inde, de travailler avec les USA, de travailler avec l'Amérique latine. C'est pas la même chose. Faut être ouvert au monde. Des fois, en France, on a un peu de mal par rapport à ça. Voilà, c'est vraiment des formations. Faut vraiment être ouvert, curieux, toutes ces choses. Faut pas se braquer. Souvent en France, on a l'impression qu'on a la solution, mais voilà, faut être assez ouvert. D'accord, il faut être assez ouvert. C'est pareil, alors vous n'étiez pas là hier, mais c'est un mot qui est revenu aussi, le besoin d'ouverture d'esprit, le besoin de moins de freins au changement, par exemple. Ça, on l'a vu dans le commerce de gros. Et pour vous aussi, c'est important en termes de logistique pure. Ah oui, aujourd'hui, on en discutait ce matin avec un de vos collègues, tout change. C'est vraiment le monde est en révolution permanente, donc puis c'est un peu la guerre au niveau mondial. Donc il faut vraiment être, c'est ça, ouvert, puis il faut y aller, quoi. Alors, toute la dimension numérique aussi qui a été un peu abordée tout à l'heure, pour vous, elle prend quelle place aujourd'hui dans la production de valeur de votre entreprise ? C'est une place très importante, je dirais, c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise, parce que par exemple, Kuehne+Nagel est un des seuls réseaux à avoir un système opérationnel complet commun, donc toutes les agences communiquent entre elles. Et aujourd'hui, on a de la remontée d'informations, on fait du Warehouse Management System, on fait de l'OMS, donc on est capable de suivre à la référence les produits des clients, de porte à porte, du fournisseur jusqu'au client final. Donc on a vraiment des outils très poussés qui sont compris dans nos services. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont aller chercher ailleurs des outils informatiques alors qu'on peut leur donner avec nos systèmes d'info en propre. On se relie en EDI sur les SAP, sur les choses comme ça, donc c'est vraiment très puissant. Aujourd'hui, on peut même faire de la gestion de production. On a des outils qui vont voir les fournisseurs, qui vont leur demander est-ce que tu as bien reçu la matière première, il faut qu'ils valident un jalon. Voilà, donc ça va assez loin, notamment au bout de la chaîne aussi, où on voit qu'il y a de la remontée d'informations sur toutes les étapes. Donc, parce que tout est lié, c'est encore une fois, c'est l'international, c'est un stock, c'est le stock flottant qui arrive, et puis le stock à amont et aval, tout est lié. Donc cette remontée d'informations que les clients cherchent et qu'on sait très bien. Alors, vous êtes responsable, on l'a dit, des grands comptes. Ce qui s'applique aux grands comptes s'applique aussi aux clients occasionnels ou aux plus petits clients. Les mêmes demandes, mêmes exigences ? Alors, pas forcément les mêmes demandes. Je dirais que sur les grands comptes, il y a des flux un peu plus compliqués, notamment avec l'EDI, les OMS que je vous citais. Là, il faut vraiment avoir beaucoup de fournisseurs, beaucoup de flux pour avoir ce genre de choses. Pour autant, de base, on a des trackings un peu plus simples. Ça va être des trackings au container, au dossier, qui sont de par le fait dans nos systèmes. Et oui, donc c'est une demande de visibilité. Les flux sont très tendus, donc forcément vous avez de la visibilité, des demandes, surtout sur toutes les compagnies, même des gens qui font 1 ou 2 conteneurs par an. Une ou 2 livraisons par an, ils demandent de la visibilité. Ça les rassure, ça rassure leurs clients. Et ça, c'est vraiment... Aujourd'hui, les gens qui ne font pas ça, demain, ils n'existeront plus, je pense. Alors, on a l'impression aussi, quand on fait ce panorama de toutes les évolutions, de tous les changements du monde numérique qui prend de plus en plus de place, qu'on est presque arrivé à un plafond. Aujourd'hui, on se demande quelles seront les évolutions de demain. Vous avez une idée de ce que demain, le métier pourra être, s'il évolue encore, et dans quel sens ? Je pense qu'il va encore évoluer. On va amener plus de visibilité, je pense, au client final, nous, quoi, en fait. Je pense que là, il n'y a pas encore la visibilité, parce qu'on ne sait pas que tout vient de Chine. Enfin, là, je pense qu'on va vraiment avoir un degré supplémentaire dans la visibilité, et je pense que c'est loin d'être fini. D'accord. Alors, tout à l'heure, on reviendra avec vous et on se posera des questions ensemble sur les questions transversales qu'on pourra avoir en entreprise. Je vais me tourner maintenant vers Joël Armari, donc président et directeur de Big Mat, parce que ce monde numérique dont on parle, vous, c'est quelque chose qui est aussi au cœur de votre entreprise. C'est quelque chose que vous avez choisi pour l'avenir de Big Mat. Vous voulez nous dire déjà quelques mots de l'entreprise, nous la présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Comme Big Mat est bien moins connu et que ce qu'on présente est encore moins connu, j'ai préparé quelques slides. Vous m'autorisez à aller à l'écran pour les Tout projeter ? à fait, oui. On va, je pense est-ce qu'elles sont... Voilà. Vous avez même une télécommande si vous voulez ici, mais... Hop, on va faire plein écran. Et là, vous m'entendez au micro normalement ? Oui. Tout fonctionne. Oui, mais comme ça, je vois mieux ce que j'ai à l'écran, parce que sinon, Dans le numérique, on vient d'annoncer 2 outils extrêmement novateurs. La première, on l'a baptisée Galaxy Web, et le deuxième, System B.
on vient de lancer 450 sites Internet d'un coup. Un site par point de vente. Et comme on est une coopérative d'indépendants et qu'on revendique qu'on est une coopérative d'indépendants et pas un groupe international, un site par adhérent, dans lequel chaque adhérent peut raconter son histoire, son entreprise, ses valeurs. Ils sont tous différents. Et les points de vente étant également très différents, chaque site est paramétrable par rapport aux spécificités de ce site. Alors on a évidemment le site national, qui, de façon traditionnelle, comme sur tous les sites, permet d'avoir un store locator, mais ne permet pas de paramétrer chaque site au niveau de chaque point de vente. J'y reviendrai, c'est un des systèmes. Le système encore plus innovant, Système B, on vient de lancer toute une plateforme numérique qui s'appuie tout d'abord sur cette borne que vous voyez à droite, qui est une borne interactive dans les points de vente, qui comprend un scan et une imprimante. Ça ressemble beaucoup plus aux bornes SNCF ou aux bornes Air France, où quand vous avez besoin d'une information, eh bien vous allez sur l'écran chercher cette information et vous pouvez soit l'imprimer sur place, parce qu'on a affaire, je vous présenterai l'entreprise tout à l'heure, à une population pour laquelle le papier ne disparaîtra pas tout de suite. Et comme ils ont aussi du papier sur place, ils peuvent scanner pour qu'on rentre dans le monde numérique. Et donc cette borne est en gros l'interface entre le monde physique et le monde numérique, je viendrai tout à l'heure. Et on a présenté BeMobiWebby, c'est-à-dire que tout ceci est évidemment non seulement accessible sur nos points de vente, mais aussi sur tous les outils mobiles et tous les outils Internet. Alors, le cœur de ce système numérique sont des applis professionnelles. Le monde mobile, c'est clairement par là que se passe la révolution numérique, pas par le monde Internet. Tous les outils mobiles ont les applications de Monsieur Tout-le-Monde, le web, l'email, les consultations, et de plus en plus les applis. Alors les plus grandes applis sont les jeux pour les ados, c'est le plus gros marché, mais il y a besoin aussi d'avoir des applis pro. Et sans m'étendre, parce que là je dépasserai clairement les 20 minutes du responsable d'introduction, on a créé une base de données des matériaux, donc on sera le Wikipédia des matériaux. Le Wikimat. Qui s'appelle le Wikimat. La deuxième appli, c'est WikiTV, parce que tout sera dans le monde de la vidéo. Donc, on est en train de recenser toutes les vidéos de pause, de technique. Le Ikios, c'est tous les catalogues consultables en ligne, parce que les catalogues sont beaucoup trop gros et il y en a. Tous les fournisseurs nous fournissent des catalogues. Bon, on a fait un Ikios numérique, c'est plus classique. Le iDoc, c'est clairement la nouveauté, c'est-à-dire qu'on a créé un espace cloud numérique pour tous les artisans qui veulent se connecter. C'est-à-dire que les informations, soit ils les impriment, soit ils les envoient par mail, ce qui est l'informatique classique, je dirais, soit ils peuvent le mettre dans leur espace personnel qu'on a appelé le iDocs, qui est un espace cloud pour chaque utilisateur. Le iCompte, c'est là la partie technique de la connexion entre l'informatique numérique et l'informatique opérationnelle du client pour qu'il ait ses factures, ses devis, ses encours financiers, puisque je vous présenterai tout à l'heure, une des problématiques, c'est de savoir, puisque les gens ne payent pas au comptant, ils se rendent compte quels sont leurs flux financiers. Et évidemment, le e-store, c'est le portail des applis de tous les autres. Toutes les personnes qui veulent s'adresser à notre population pourront créer leurs applis dans l'e-store. Alors, notre univers chez Bigmat, vous vous en doutez, c'est le bâtiment. Hein. Donc nous, on est des logisticiens dans l'âme, c'est d'abord notre métier, on va livrer les matériaux sur les chantiers. Alors, notre outil de travail, ce sont les points de vente. On a un certain nombre de points de vente en France et en Europe, je vous raconterai. On a aussi beaucoup des camions. Alors, je voulais rebondir sur l'anecdote du camion et du chauffeur-livreur. Celui qui fait remonter l'information, éventuellement. Voilà. Parce que moi, donc, je suis président du directoire, je suis allé livrer avec les chauffeurs. Puisque c'est la moitié de notre activité, c'est le service sur chantier, et que le service attendu, c'est la qualité à la livraison. Et donc j'ai demandé au conseil d'administration, est-ce que vous savez ce que c'est que rendre service à un client quand on va le livrer? Et alors j'ai fait plusieurs livraisons, et une qui m'a beaucoup marqué, c'est-à-dire je suis monté dans le camion qui allait livrer, c'était des poutrelles pour faire des planchers, et le chauffeur me dit, j'ai appris ce matin qu'il n'a pas annulé la livraison, mais il n'a pas coulé le lambris intermédiaire pour supporter le plancher. Je ne sais pas où je vais lui mettre ces poutrelles. Et donc, on est arrivé sur le chantier, il a reculé le camion, il dit, bon, il va voir le chantier, et on voit bien qu'on ne peut pas poser les poutrelles. Et pendant un quart d'heure, 20 minutes, on a réfléchi où on allait poser ces poutrelles. Et le treillis, finalement, après avoir discuté avec un des gars qui était sur le chantier, il a replié la grue, il a reculé de 3 mètres, il a remis les pieds, il est allé mettre les poutrelles dans les coins. Ça lui a pris 1h30 parce que c'est quand même des produits lourds, 1h30 pour faire sa livraison.
Quand on a terminé, il est reparti, il m'a dit, tel qu'il a les poutrelles, demain, il a gagné un jour de travail. C'est-à-dire qu'une fois qu'il aura coulé le linteau, il suffit de tirer les poutrelles. Et comme vous verrez qu'un des services attendus du livreur, c'est de gagner du temps pour l'artisan, voilà un exemple très concret de pourquoi il faut s'intéresser aux chauffeurs-livreurs. Et par rapport à votre conseil d'administration, vous disiez, eux avaient conscience de ça? Je leur ai demandé lesquels d'entre eux avaient fait une livraison dans les 3 dernières années. Ils étaient un peu embêtés pour me répondre. Les 30 dernières années même peut-être. Alors, comme on est une coopérative d'indépendants, quand j'ai posé le conseil d'administration, ils étaient gênés. Quand je l'ai fait en région, parce que je fais beaucoup le tour des régions avec les adhérents, il y a une des régions où la moitié d'entre eux, moi hier, pourquoi, quel est le problème? Donc, je peux vous dire que là aussi, on a des dirigeants qui savent livrer, donc c'est une source d'information importante. Alors, nos clients sont plutôt les professionnels, les artisans du bâtiment à 75%. On a un quart, ce sont les particuliers, mais pour venir chez Big Mat, il faut savoir faire des travaux. Si vous ne connaissez pas, il vaut mieux aller dans la grande distribution du bricolage. Et on ne les a pas forcément en opposition, parce que même les clients qui font des travaux chez eux savent qu'à un moment donné, quand c'est trop compliqué, il vaut mieux appeler un charpentier ou un maçon qui sait faire les choses. Et donc, on a le privilège d'avoir que certains de nos clients sont les clients de nos clients également. Donc, c'est une chaîne qu'on connaît très bien. Alors, Big Mat en Europe, c'est 2,5 milliards, 800 points de vente. On n'est pas au grand international, mais à titre personnel, j'ai fait beaucoup de grand international si les questions se posent tout à l'heure. La relation, parce que là, si je vous parle de l'impact du numérique, vous devez quand même prendre conscience que la relation dans le milieu du bâtiment, c'est le relationnel. Les gens font les choses où ils choisissent des produits, ou choisissent des solutions parce que quelqu'un leur en a parlé. Pas parce qu'ils l'ont lu dans la publicité, ou qu'ils l'ont vu à la télé, ou qu'ils ont regardé les magazines. C'est quelqu'un qui leur en a parlé. Si c'est un professionnel, c'est un collègue, c'est un vendeur, c'est un salon professionnel. Si c'est un particulier, c'est son cousin, c'est son voisin. Enfin bon. Donc le relationnel est obsessionnel dans le schéma. Alors là, j'ai mis technique, c'est-à-dire qu'on est dans un univers où on ne consomme pas parce qu'on aime. Ça répond à un besoin. Donc on ne peut pas pousser l'achat. Il faut savoir expliquer que ça répond à un besoin. Et alors le numérique, qui est évidemment l'objet de mon exposé, n'arrive qu'en 3e position. Et vous verrez que ça dicte quand même un certain nombre d'axiomes sur l'arrivée du numérique chez Big Mat. Alors justement, on en a posé 5, je m'arrête là-dessus et j'espère que ça lancera le débat. Le premier axiome, c'est que quand on a fait ce travail, ça fait 2 ans qu'on travaille là-dessus à peine, parce que ce sont des nouvelles technologies qui vont beaucoup plus vite qu'SAP et tout. Premièrement, le e-commerce a vécu. C'est-à-dire que tout le commerce est aujourd'hui. Donc il ne faut pas penser e-commerce, c'est-à-dire il ne faut pas penser sur qu'est-ce qu'il faut faire pour faire du e-commerce. Il faut penser commerce et se dire tout est numérisable. C'est exactement ce qu'on a rencontré quand on a parlé aux gens du numérique, qui ne sont pas les gens du négoce. Moi, j'ai fait intervenir des gens, c'était mon passé, on aura le temps tout à l'heure, sur les gens qui connaissent le numérique, pas les gens qui connaissent la filière B2B et les transports. Et on a dit, qu'est-ce qu'ils veulent les gens? Ils nous ont proposé, tout est numérisable aujourd'hui. Deuxième grand poncif des gens du e-commerce, c'est le Web to Store. Il faut qu'on amène les gens, on les a chopés sur le web, on les amène dans le point de vente. Nous, c'est l'inverse. On les a tous dans le point de vente. Ils viennent tous nous voir. Et comme tout se passe dans le numérique, et c'est le principe de la borne, vous avez bien compris, c'est qu'on va les amener dans l'univers du numérique qu'ils ne connaissent pas, grâce à ce principe qui est le Web to Store. Autre élément fondamental, on ne veut pas opposer le physique et le numérique. D'abord, culturellement, dans un métier extrêmement physique, on a des camions, on fait des chantiers. Et la borne, elle imprime du papier et elle scanne du papier. Et on a dit que le papier, les artisans, si vous en avez chez vous, ils ont tous un papier dans la poche, un crayon dans la poche. Ils ne sont pas encore tous au smartphone. Même ceux qui en ont, ils font leurs appels, mais ils ne font pas leurs données techniques. Ça, c'est une des conclusions, pardon de vous interrompre, mais effectivement, ça rappelle beaucoup de choses à tous ceux qui ont travaillé hier sur le sujet, puisque on s'est posé la question opposition ou menace ou opportunité, et effectivement, on a vu que ça se complétait, qu'il n'y avait pas de réponse à la question. Nous, on a inscrit qu'il ne faut surtout pas opposer, et ça a été pensé comme ça. Alors, encore mieux, le numérique et le relationnel ne s'opposent pas. Le numérique renforce le relationnel. On ne fait pas des bornes et des smartphones pour virer les vendeurs. Ce sont des outils au service des vendeurs, d'abord et avant tout. Et donc, ils doivent renforcer le relationnel avec le client. Et je termine par ce 5e axiome, qui est que ça le renforce à tous les niveaux. C'est-à-dire que notre stratégie numérique fait parler l'enseigne, vous avez compris qu'on est une enseigne, fait parler l'adhérent, parce que c'est un entrepreneur qui a aussi une personnalité totalement différente. Et nos clients préfèrent, je sais qu'on avait hier des cousins de la distribution qui ne sont pas du tout dans le modèle indépendant, on est préféré de nos clients parce qu'on est comme eux, on est entrepreneurs. Mais comme un entrepreneur, il a plusieurs points de vente et que le point de vente d'Aix et le point de vente de là, il ne dit pas la même chose, c'est chaque point de vente qui parle. Et mieux que le point de vente, c'est le collaborateur parce qu'on sait que nos clients, quand ils viennent sur le point de vente, ils disent « Est-ce que Jean-Paul est là ? Non, il n'est pas là, je reviendrai demain. »
Donc il veut savoir, Jean-Paul, donc on construit quelque chose pour le collaborateur. Voilà ce que je voulais vous dire en introduction, et après je pourrai répondre. Merci Joël Armary. Et en prolongement de ce que vous venez de dire, justement, l'impact sur le métier, parce que vous venez d'un univers où le métier était très terrain, très physique. Comment les salariés en poste ont perçu cette nouvelle direction, ce changement que vous avez initié, imposé, parce que c'était un changement top to bottom, c'était un peu imposé à leur quotidien. Je vois qu'on n'a pas assez parlé parce que le top sur bottom, ça ne marche plus. Donc on n'a surtout pas fait de top sur bottom. Comme vous pouvez le voir avec ce que j'ai dit sur les chauffeurs, on s'est d'abord intéressé à ce qui se passe en bas. Les patrons qui ont compris, ils commencent en bas aujourd'hui, ils ne commencent pas en haut. Et la borne, par exemple, que je vous ai montré, c'est déjà le prototype numéro 2. C'est-à-dire qu'on a sorti sur la base des conceptions une borne numérique en novembre qui s'appelait la V0 à Batimat, le grand salon du bâtiment. Et on s'était inscrit dans notre façon de travailler, de la garder en proto pendant 6 mois et de l'exposer aux clients, aux collaborateurs, aux adhérents. On a fait le salon professionnel chez nous, on a fait une fête de l'école de la formation. Et donc tous les collaborateurs nous ont critiqué la V0. Ils ont dit ça ne marche pas. Et donc on a sorti la V1 avec eux, donc maintenant ils attendent tous la V1 et les applis sont faits avec eux. Donc toute cette démarche d'innovation, c'est aujourd'hui fondamental de la faire avec le terrain. Et donc, sur la partie logistique, ça change aussi les choses. Là, on a beaucoup la partie commerce, information, service. Sur la partie logistique, ça change quoi? Alors, ça change ce que dans les demandes de nos clients, je ne vous ai pas présenté toute l'étude parce qu'on a interrogé 800 professionnels du bâtiment et des 2000 particuliers pour savoir exactement ce qu'ils voulaient. Évidemment, ils veulent la disponibilité des produits, ils veulent le service de livraison. Mais comme c'est un milieu professionnel qui s'est beaucoup normalisé, ils veulent quelles sont les normes, quelles sont les nouvelles innovations, quels sont les documents techniques. Tout ça sont des informations immatérielles. Et ils en ont besoin, pas qu'à la livraison, ils en ont besoin pendant 5 ans après la livraison pour garantir qu'ils sont aux normes. Donc ils ne savent même pas où les archiver, nos vendeurs ne savent même pas dans quel classeur ils sont. Et donc sur la partie administrative, et les logiciels me démontreront pas, il y a autant de problèmes à gérer les papiers qu'à gérer. C'est d'ailleurs, quand on est bloqué au port avec un container, c'est souvent une histoire de papier. C'est parce que j'ai fait beaucoup de containers à l'international. Le container, il est bloqué parce qu'il manque le cachet sur le papier numéro 4 qu'ils ont l'autorisation. Donc là, on est sur une dimension un peu plus européenne, enfin française, mais les normes sont européennes. Quoique dans le développement durable, ce n'est pas si simple entre les Français et les Allemands. Mais bon. Tout est dans la gestion de l'immatériel. La qualité de la prestation est dans l'immatériel. Et alors effectivement, vous parliez du relationnel. C'est sûr que si on sait quand le camion est livré, parce que s'il arrive 2h30 trop tard après le départ du chantier, il a les gars qui tournent et qui n'ont pas les matériaux, ça c'est catastrophique. Donc d'ailleurs, un des éléments que nous demandent nos clients, c'est de gagner du temps, mais vous apprécierez ça, messieurs, mesdames de l'enseignement, pas pour bosser plus. Les artisans veulent gagner du temps pour vivre mieux. Le vendredi après-midi, ils veulent être en week-end de famille. Ce sont des Français comme tout le monde, ils sont entrepreneurs, ils en ont comme ça. Et donc, ils veulent remettre le boulot à leur place. Donc, on a très, très bien compris, nous, comment on va leur faire gagner du temps pour que leur vie soit meilleure. Alors, on a évidemment les quelques entrepreneurs qui se lancent, qui veulent faire des chantiers en plus parce qu'ils ont gagné du temps. Mais ce n'est pas la priorité majeure. Et là où ils perdent du temps, c'est dans l'immatériel. Le devis, la relance, le téléphone, la rencontre. Et c'est ça qu'on a numérisé avant de numériser nos camions parce qu'on est plutôt très bon en logistique. Mais alors, finalement, effectivement, tout ce qui est immatériel, on a vu Wikimat par exemple, comment vous mesurez le risque de fournir du contenu qui pourrait servir aussi à la concurrence? Parce qu'il y a un environnement concurrentiel. Et à partir du moment où ce sont des outils qui sont ouverts à tous, avec du contenu immatériel, comme vous disiez, destiné aux artisans, voire aux particuliers, un quart de votre population en termes de clientèle, le risque que les clients, les confrères, ou les collègues ou les concurrents utilisent ça, et vous le mesurez bien? En fait, ce ne sont pas les concurrents qui vont l'utiliser, ce sont les clients de nos concurrents qui vont aller chez nos concurrents avec ça en disant « Pourquoi toi, tu ne le fais pas ?» Et donc, on est très très conscient qu'il y a une dimension de proximité. Ce n'est pas parce qu'il y a notre borne qui est bien que le gars il va faire 300 km pour venir chercher ses matériaux. Mais donc, il ira chercher ses matériaux dans le concurrent d'à côté, mais tous ces docs techniques, il les aura pris sur nos bornes. Et vous savez aujourd'hui que la valeur ajoutée, puisque j'ai bien aimé l'introduction que vous avez écrite, madame, sur l'Assemblée de l'année dernière, l'intermédiaire doit créer de la valeur. On crée de la valeur au client ici parce qu'on lui donne une chaîne complète sur ce qui est dématérialisable. Et donc, on pense même informer notre concurrent que, dis donc, il y a quelqu'un qui veut ça, est-ce que toi tu peux le livrer? Est-ce que nous, on ne le livrera pas avec nos camions? Ça n'a aucun sens logistique. Par contre,
on sait ce que font tous les artisans. Le big data, dont j'espère que vous commencez à entendre parler, c'est que le capital d'une entreprise, c'est plus ses camions, c'est même plus ses gens, enfin, regardez les valorisations des entreprises Internet. Vous valorisez quand vous savez dire ce que font vos gens de la communauté. D'ailleurs, avec ça, on ouvre notre communauté aux architectes, aux bureaux techniques, parce qu'on leur met, vous avez peut-être entendu parler de la maquette numérique. Aujourd'hui, pour faire l'optimisation énergétique d'un bâtiment, c'est aussi compliqué qu'un avion. Donc on ne fait plus les plans sur un plan avec un crayon, même si ils font les relevés de tracés au crayon. Il faut une maquette numérique qui fait que quand on passe d'un mur en parpaing à un mur en tuile ou un mur en bois, bon, eh bien, il faut changer toutes les capacités techniques. Ça sont des logiciels. Ces fiches sont compatibles avec ces logiciels pour les architectes. Alors évidemment, les artisans ne savent pas les utiliser, mais on donne à chacun la donnée dont il a besoin. Et donc, une fois qu'on a créé la base de données technique référente qui donne le plus d'informations possible et qu'on a le capital client, on devrait avoir un certain intérêt sur le marché. International, évidemment. Je vais faire un peu de provoque et un clin d'œil au triporteur de Gilles Paché. Oui. Tout ça, c'est pas un truc de bobo urbain? Non, alors justement, on n'est pas du tout urbain. Nous, on n'est même pas très bon en ville, chez Big Mat. On est très ruraux, on est plutôt ras des villes et ras des champs, on est plutôt dans les ras des champs. Si vous voulez des gens qui, dans le négoce de matériaux, sont plutôt bons avec les triporteurs, bon, la plateforme du bâtiment qui était là hier a un bon relationnel physique avec ses artisans, mais ils viendront avec les applis Wikimat à la plateforme du bâtiment pour avoir les devis. Hein. Et Raboni, qui est l'acteur de la grande région parisienne, livre avec des petites camionnettes. Hein. Ils ne prennent pas les 6x4, les gros camions, ça ne passe pas dans les rues de Paris. Donc eux ont un certain atout sur le physique, la gestion du négoce physique. Bon, mais le numérique change toute la donne. Vraiment, j'écoutais hier sur un réseau social, il y a quelqu'un qui écrivait, on me demande d'écrire un papier sur le big data, j'ai l'impression que c'est comme si j'étais en 1890 et comme disait, il va falloir que j'explique à quoi sert le moteur électrique. Donc, aujourd'hui, avec ce qu'on fait, on prépare clairement la révolution dans 3-4 ans. Hein. Les révolutions, c'est plus 10-15 ans, ou avec tout le regard de vos 30 ans dans la logistique. Nous, on a créé ces plateformes en 18 mois. Moi, j'ai écrit un plan à 50 d'entreprise. Les gens du numérique vont dire, on va écrire 18 mois, on verra après ce qui se passe. Alors, vous avez, vous aussi, un passé long dans la logistique, y compris pour le luxe. Je sais que vous avez travaillé pour le groupe L'Oréal, pour Intersport, maintenant président et directeur de Big Mat. Il y a des passerelles entre tous ces métiers, tous ces mondes-là? Bon, moi, mon premier job, c'était la logistique. Hein. Donc, j'ai travaillé pour L'Oréal, où j'étais ingénieur de formation. Il fallait planifier les têtes de gondole dans la grande distribution. Et les gens du marketing faisaient des opérations. Évidemment, on avait des erreurs dans les prévisions. Donc, on ne le savait pas 8 jours avant, mais largement trop tard. Chez Guerlain, j'ai enlevé le dépôt allemand. On a livré toute l'Allemagne des parfumeurs depuis l'entrepôt français, parce qu'il y avait plus de camions qui allaient en Allemagne que dans le sud-ouest. Donc, ce sont des sujets que je connais très très bien. J'ai vécu en Asie, dans le parfum, donc les containers sont complets. Enfin, bon. Mais ce n'est pas ça que je voulais vous présenter, mais donc j'ai suivi quand même de très très près ça. La création de valeur de cette chaîne intermédiaire. Donc, moi, je suis arrivé au B2C assez tard, hein, dans les maisons où on fait ça. Mais le B2B a toujours existé. Si je reviens au négoce, il y a 20 ans, on pensait que la GSB détruirait le négoce. Il faut dire qu'aujourd'hui, la GSB, il y a 3 acteurs. Hein. Enfin, il y a 2 grands groupes. En fait, Leroy Merlin, Castorama, Brico Dépôt, c'est 75% de la distribution du bricolage. Donc, comme Castorama a racheté Monsieur Bricolage, ça descend. Donc, l'autorité de la concurrence est en train de regarder ça. Et on pensait que ça tuerait le négoce. Sauf que le négoce a une valeur ajoutée aux professionnels, à l'artisan, notamment dans la gestion de son crédit, la gestion de ses demandes, qui fait que les grands de la distribution qui sont restés dans le modèle de la vente et de la consommation, là je suis un peu provocateur sociologique, le monde de la consommation est en train de s'arrêter. Il faut répondre aux besoins, il ne faut pas pousser la demande, il ne faut pas faire des promos pour dire mais en plus. C'est pas ce que demande. Alors, nos tranches d'âge encore un peu, les jeunes plus. Ça dépend des jeunes et des univers. Mais globalement, il faut répondre à leurs besoins. Si vous ne collez pas là, et les gens le prennent parce que ça répond à leurs besoins. Voilà. Donc c'est là que vous créez de la valeur. Et on est dans un autre monde de l'échange, puisque derrière ça, je ne vous ai pas parlé des réseaux sociaux, parce que ça serait long. Et il faut commencer à créer l'échange. Et les réseaux sociaux sont par les smartphones. Hein. Donc nous, on est en train les artisans sont plus équipés en smartphone que la moyenne des Français, parce qu'eux, ils n'ont pas de bureau et autres. Et donc le lien se passe par là, qui en plus est géolocalisé. Vous avez compris que l'intérêt d'avoir un site internet par point de vente fait que quand vous êtes ici, que vous dites où c'est que je peux,
Donc 4 sites s'allument sur son smartphone, et les concurrents ils sont en page 2 de Google, donc forcément c'est plus compliqué pour eux. Un univers bien concurrentiel, on l'a compris, merci. On va passer le micro à votre voisin Jean-Brice Ernu. Vous êtes le directeur de Pomona Passion Froid. Hier, Philippe Barbier était avec nous à la table ronde. Et puis hier aussi, certains d'entre nous sont allés dans votre entreprise située à Aix-les-Milles, dans le site d'Aix-les-Milles. Vous voulez nous redire quelques mots en préambule sur Pomona Passion Froid, ce que c'est et combien de personnes, etc. Oui, volontiers. Je vais faire quelques chiffres. Ça permettra de mieux comprendre le métier et donc de mieux comprendre ce que j'exprime, puisque oui. Ce que je vais exprimer dépend de mon métier. Et puis après, on reviendra sur ce qu'on a dit les uns et les autres, parce que je vous voyais des fois hocher la tête, ouais. être d'accord, pas être d'accord, mais absolument. Faites-nous une présentation déjà de la Passion Froid. Vous avez préparé quelques diapositives aussi, très rapides et qui permettent de bien situer le contexte. Oui, dans quelques mots. Maintenant. Effectivement, certains d'entre vous ont visité l'un de mes sites, il y en a 11 comme ça, en France. Est-ce que vous pouvez voir sur l'écran le diaporama? Merci. Voilà, donc 11 sites Passion Froid. C'est une entreprise qui prétend assez bien connaître son métier. Je ne développe pas, mais elle le fait depuis 100 ans, ce métier alimentaire. Elle a pour mission, et ça je trouve que c'est intéressant, par rapport à la façon dont Kuehne+Nagel présente son métier. Nous, notre métier, c'est ça, c'est d'aider les professionnels des métiers de bouche à toujours mieux nourrir leurs clients, et ça a un certain nombre d'applications par rapport au choc des titans que vous avez évoqué tout à l'heure. On s'adresse aux professionnels des métiers de bouche, donc on a un univers qui est beaucoup plus ciblé que celui qui est l'univers des clients de Kuehne+Nagel ou d'autres, des prestataires de services logistiques, les PSL. Dans le mot « toujours mieux nourrir le client », on a d'autres conceptions, une conception qualitative, on a aussi une conception de santé alimentaire. Et ce qui est important, c'est le mot « toujours », c'est-à-dire qu'on a besoin d'une régularité, d'une qualité de service absolue dans notre métier. Notre métier, c'est de servir les restaurateurs. J'ai 50 000 clients restaurateurs et je vais faire vers ces clients à peu près 5 millions de livraisons chaque année. Chacune de ces livraisons doit être parfaite. J'y arrive pas toujours, mais c'est essentiel dans mon métier. Et je pense que ce sera intéressant de garder ça en tête quand je répondrai à vos questions tout à l'heure. En quelques chiffres, Passion Froid, c'est une des branches du groupe Pomona, celle qui travaille en température dirigée. Et c'est à peu près la moitié du groupe Pomona, petite moitié. C'est 3200 collaborateurs qui se lèvent tous les matins, qui vont aller travailler dans 40 sites, les 11 entrepôts stockeurs, à l'image de celui que certains ont vu hier, et puis 40 plateformes d'éclatement. Donc 30 plateformes d'éclatement pour faire les 40 au total. Ces personnes vont s'arranger, faire en sorte que 600 camions par tous les jours vers les 50 000 clients dont on dispose, pour aller servir 50 000 restaurateurs qui doivent être satisfaits, sur un assortiment de 4 500 produits. Là-dedans, il y a des marques propres, il y a un certain nombre de facettes qui sont importantes, ce sont des produits que nous développons. Donc retenez ces chiffres. Vous avez vu l'entrepôt d'Aix, ça c'est une photo de l'entrepôt de Nancy. Bon, il est plus récent, donc il est mieux structuré. Ça vous donne aussi une idée du type d'outils dont on dispose. En termes, je ne sais pas si on voit bien au fond de la salle, mais c'est des plateformes qui font à peu près 7000 m² en gros. Plus les quais, avec beaucoup de portes, bien sûr, puisqu'on fait de la livraison de proximité. En termes, ce qui est important, si vous voulez attirer votre attention là-dessus, c'est sur les effectifs. Il y a une dimension commerciale qui est très forte, un tiers des effectifs. Mais une dimension logistique qui est également très forte. Ça fait 200 personnes. Ça fait 100 ans qu'on a 2 tiers des effectifs qui font de la logistique. Ceci, si on pouvait percevoir dans le discours de Kuehne+Nagel un décalage de performance ou de compétences en termes de logistique, il n'y en a pas, c'est notre métier. Voilà ce que je voulais vous dire. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas totalement développé, qu'on soit parfait sur tous les domaines. On a aussi pas mal de cycles anglo-saxons, vous les trouverez sur ce slide aussi. On sait aussi avoir ce vocabulaire. Alors à partir de là, moi ce que je voudrais développer comme thématique avec vous, mais peut-être que je peux aller me rasseoir, j'essaie de réfléchir aux questions qui peut-être pouvaient vous intéresser. Et à mon avis, il y en a 3. Quelle est notre vision? Venez reprendre place, s'il vous plaît. Venir, oui. Oui. Parce qu'effectivement, on a vu le métier, c'est sûr qu'on voit globalement les activités, voilà, les entrepôts, la stratégie et surtout le pourcentage qui est intéressant de commerciaux et de logisticiens. Merci.
questions que j'ai posées. Parlez dans le micro. On n'est ce sera pas mieux suivant pour que tout vous le monde. pensez qu'elles sont utiles ou pas, mais comment s'intègre la logistique dans notre activité, hein, en quoi elle est une partie intégrante de notre métier. Ça me semble une question essentielle. La deuxième, c'est comment ça fonctionne, comment on fait en sorte que ça réussisse tous les matins. Et puis la troisième, c'est peut-être sur comment on anime ce métier au sein d'une entreprise de grossiste alimentaire. Alors justement, tout à l'heure, vous répondiez un peu en anecdote à Laurent Richard de Kühne + Nagel. C'est un vrai métier intégré chez Pomona, l'aspect logistique. C'est un vrai métier intégré, absolument. On a 100 personnes pour trouver des clients tous les matins, on en a 200 pour essayer de les garder. C'est compliqué de les prendre, mais c'est très facile de les perdre, hein. Il suffit d'une livraison ratée ou de 2 livraisons consécutives ratées et on perd le client. Ce que disait tout à l'heure Joël Armari sur la livraison d'un chantier qui n'en est pas au point d'avancement qu'on attend. Vous, ce n'est pas des chantiers, mais la relation avec le client et l'attention portée à la livraison du client, c'est aussi important dans votre secteur. C'est aussi important. On apporte à notre client chaque jour, chaque matin, son chiffre et sa marge de la journée suivante. En général, il y a une journée de décalage. Je fais aussi pas mal de livraisons. Je fais une ou deux tournées de livraison chaque année, hein, moi-même. Ouais. Donc oui, effectivement. Et alors, ces clients, justement, comment vous observez leurs besoins, comment vous faites remonter par la chaîne les informations qui vous sont nécessaires à un meilleur fonctionnement? Alors, ça, c'est plus du marketing, hein, mais on a 4500 références. On doit en faire tourner à peu près 200 ou 300 chaque année, hein, donc il y a une petit 6-7% des références qui tournent. Et puis, il y a des références qui sont choisies par nos clients, hein. Et en ce sens, on est directement prestataire, d'ailleurs avec des contrats de prestation. Je crois que j'entends bien l'opposition PSL grossiste, et je crois qu'elle est pertinente sur beaucoup d'aspects, notamment sur la conception du métier. Après, dans la pratique, il y a aussi beaucoup de points forts, beaucoup de points communs. On fait d'ailleurs appel à la prestation aux prestataires de services logistiques sur une bonne part de notre activité. J'importe des quantités de containers énormes, hein, chaque année, notamment en produits de la mer. La pêche française, ça fournit moins de la moitié des besoins de la France. Donc forcément, on importe, hein. Donc c'est fait par container, ce n'est pas nous qui le faisons, hein, on fait appel à des prestataires. J'ai un hub, donc sur fonction entrepôt, j'ai un hub concentrateur à Paris. Il est sous-traité à un prestataire. En transport longue distance, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, une bonne partie de mes camions, c'est pour moi qui les conduis, hein, ce sont des prestataires de services logistiques. Donc sur tous ces aspects-là, on se retrouve. Sur les aspects humains, on se retrouve aussi, hein. J'ai eu à une époque, à un moment différent de ma carrière et dans une autre activité, un entrepôt Kühne + Nagel, hein. Le patron de cet entrepôt, c'était un patron que j'avais eu quand j'étais dans la grande distribution. C'était un de mes patrons d'entrepôt. Et une bonne partie de mes patrons de sites logistiques, hein, pas des patrons de... Ces sites sont dirigés par quelqu'un qui dirige à la fois le commerce et la logistique. Donc il a un responsable logistique sous lui. Une bonne partie de mes responsables logistiques, disons un bon tiers, ils viennent de prestataires logistiques, hein. Certains on les a formés par l'État, mais d'autres. Donc il y a quand même une continuité, ce n'est pas aussi opposé que cela. Je crois qu'il y a quand même deux différences fondamentales. Je crois qu'on peut tous s'accorder en logistique pour dire que plus on fait de rupture de charge, plus on a de chances de casser le produit, hein, et plus ça coûte cher. Plus un produit coûte cher, moins on peut le vendre, hein. Quand on fait recours à un prestataire logistique, souvent on rajoute une rupture de charge ou deux. C'est un des avantages, peut-être, du métier qui consiste à transporter ses propres produits plutôt que des produits tiers. Alors, la difficulté, La deuxième, oui. la difficulté, en revanche, comme tout à l'heure vous l'avez expliqué, mais j'aimerais qu'on y revienne, c'est la multiplication du nombre de points de livraison et de références produits. Ce croisement des deux est vraiment quelque chose qui est important et qui impacte sur votre métier aujourd'hui. Oui, ça rend le métier plus compliqué, et d'ailleurs la croissance du nombre de références n'est pas bornée. Je pense que dans quelques années, au lieu d'avoir 4500 références, on aura 6 ou 7000. Donc ça, c'est une pression du marché, hein, qui nous demande ça. Après, en termes d'efficacité, quand on a 50 000 clients sur la France, on est capable de faire des camions de grande taille parfaitement remplis et parfaitement optimisés, hein. Donc on ne trouvera pas de différence on pourrait dire sur la petite logistique de dernier kilomètre, il pourrait y avoir un facteur technique qui fasse qu'il y a un avantage à grouper les produits de différents acteurs. Quand on a notre taille, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Nos camions sont pleins, complets, optimisés, avec les mêmes outils que ceux que vous pouvez utiliser.
Donc, quelles évolutions vous voyez importantes aujourd'hui? On a parlé du numérique avec Joël Armari. Est-ce que c'est quelque chose aussi qui vous marque aussi profondément que ça peut le marquer lui? Alors, avant de répondre à la question, je voudrais faire deux parenthèses. Je pense qu'on a la rupture de charge entre quand on passe par un prestataire de service logistique sur la distribution de proximité. Souvent, ça introduit une ou deux ruptures de charge. Le deuxième point qui est assez important pour nous et qui est essentiel, c'est, comme vous le disiez, c'est d'aller livrer nos clients. On n'a pas du tout le même contact ou la même préoccupation ou la même sensibilité de service. On peut avoir les mêmes statistiques, mais pas du tout la même sensibilité quand on livre son propre client. Notre chauffeur, c'est son client. D'ailleurs, il va opérer essentiellement sur la même tournée, il les connaît tous. S'il y a un défaut de service, parce que malheureusement sur 5 millions de livraisons chaque année, il y en a quand même quelques dizaines de milliers, même s'il y a il suffit qu'il manque un produit dans une livraison de 50 produits, même si vous avez un taux de service à la ligne qui est excellent. Globalement, statistiquement, la loi des coefficients exponentiels, ça fait que ça tombe un petit peu. Donc on rate quelques dizaines de milliers de livraisons chaque année. On a un chauffeur pour les rattraper et faire en sorte de faire un peu de pédagogie auprès du client. Si on passait par un prestataire de service, on n'aurait jamais ça. Jamais ça. Donc c'est un peu l'anecdote que vous donniez dans un autre environnement. Après, on est déjà très très optimisé. Et ça commence à la commande. Ça commence bien avant la logistique. C'est-à-dire qu'au moment où on accepte une commande sur un produit qui n'existe pas encore. Ça peut être ici du flux tendu à l'outil en produit frais. Le produit n'est pas encore fabriqué au moment où on accepte la commande. Donc il faut qu'on s'assure qu'au moment où on accepte la commande, le produit il est compatible avec le flux prévisionnel. Et on y arrive dans 99% des cas. Et ensuite, il faut que il peut se passer des choses dans le flux prévisionnel. On peut avoir un fournisseur qui ne va pas livrer, ou il y aurait une usine qui tombe en panne, etc. Il faut qu'on soit capable de surveiller en permanence notre flux de commandes qu'on a accepté, sur lesquels on s'est engagé, pour repérer les dysfonctionnements et pouvoir prévenir le client suffisamment à temps pour pouvoir éventuellement substituer une nouvelle réponse à son besoin. Donc ça commence là. Après, les étapes suivantes, c'est au moment où on envoie un préparateur en préparation, il faut qu'il trouve le produit qui est sur le bon de préparation. Ça, c'est très classique. Ça, vous le faites aussi. On a tous les mêmes méthodes. Mais sur 4500 références avec des promotions, des produits qui sont temporaires, des produits qui sont saisonniers et du flux tendu, tout ça dans le même camion, c'est pas simple. On y arrive, mais c'est pas simple. Bon, après, bien sûr, il y a la partie de la logistique de proximité. Il ne faut pas seulement que le produit arrive, il faut qu'il arrive à l'heure, sur des créneaux qui sont assez resserrés, avec 20 clients dans le camion, quelquefois 30, et dans un environnement urbain, avec l'environnement qu'on connaît. Donc ça, c'est pas simple à faire. Ça demande pas mal de métiers, de pratiques. C'est un peu ce que vous avez souligné, finalement, c'est une grande habitude de ce métier. Alors, on le fait bien. On le fait peut-être un peu mieux que nos concurrents. En tout cas, c'est ce qui ressort des enquêtes qualité qu'on fait chaque année dans le métier alimentaire, température dirigée. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'ait pas des tas de choses à faire. Donc, on y réfléchit en permanence. Donc, avec mon dernier transparent, j'essaie de faire un peu de publicité pour mon atelier cet après-midi, parce qu'on va parler, je pense, un peu de ce sujet-là. Vous m'avez pas répondu sur le numérique? Oui. Tout ça, c'est du numérique, tout ce que je viens de décrire. C'est du numérique, c'est de l'ERP, c'est des cycles de ce type-là. Alors, il est certain, mais ça c'est plus du côté commercial, qu'on a un certain nombre de choses qui seront visibles dans les années qui viendront autour d'une notion de big data. Bien comprendre ce que font chacun de nos clients pour aider nos commerciaux à être plus efficaces. C'est la première année où le mot revient aussi souvent tous les jours. Oui. C'est certain. Donc on a déjà un certain nombre d'expériences dans ce domaine-là et elles sont plutôt positives, donc sans doute on va poursuivre. Ça permet... L'avantage de ces données, de ces approches-là, c'est que ça permet à chaque personne de traiter de façon plus individuelle son client. Alors c'est vrai pour le commercial, je pense que ce sera vrai aussi pour le chauffeur à terme. Donc on a aussi des travaux dans ce domaine-là. Ça c'est un point. Le deuxième point, c'est de donner une perception augmentée, pour employer un terme informatique, c'est une réalité augmentée au client. Donc on a un certain nombre de choses qui permettent, quand on est dans un environnement chez le client, que ce soit en livraison ou quand même plus du côté commercial, de lui amener plus d'informations et d'être plus en meilleur état de répondre à la totalité de ses questions.
Donc, de toute façon, on a bien retenu que vous seriez en atelier, mais avant l'atelier, on reparlera de différentes choses à la fin de cette table ronde. En attendant, je voudrais que Pierre-Philippe Dornier prenne le micro. Philippe-Pierre, ça marche Philippe-Pierre, aussi. pardon. Et à chaque fois, je me force en me disant il faut juste dans le bon sens, et chaque fois, j'étais dans le mauvais sens. Du moment que vous Pardonnez-moi. ne m'appelez pas Louis-Philippe. Vous savez, on m'appelle souvent Paul Valéry, donc voilà. Nous sommes logés à la même enseigne. Vous êtes professeur et responsable du département management des opérations à l'ESSEC. Qu'est-ce que vous voulez vous dire en avant tout sur ce que vous avez entendu des professionnels et l'impact que ça peut avoir sur les métiers et sur la formation? Parce que tout ce qu'on vient de dire est finalement très diversifié, mais il y a une ligne de cohérence entre eux tous. Alors moi j'ai le bénéfice d'arriver après avoir écouté et donc je ne me substituerai pas à la synthèse que vous ferez, mais je voudrais peut-être faire 3 ou 4 remarques inspirées par la qualité de l'auditoire qui est devant nous et particulièrement par les enseignants présents, en se demandant finalement qu'est-ce qu'on a à transmettre ou qu'est-ce qu'on peut... comment on peut influencer finalement la vision de nos étudiants sur le monde professionnel pour lequel ils se préparent. Et dans ce qu'on s'est dit, et mon propos n'a aucune valeur critique, hein, c'est les angles d'attaque qui ont été pris hautes, mais je voudrais peut-être recadrer 2 ou 3 points pour peut-être donner ce que je considère à titre personnel toute l'ampleur au sujet. Déjà, première chose, c'est que je trouve que dans les propos que nous avons tenus jusqu'à maintenant, nous sommes, et le mot a été utilisé d'ailleurs de manière répétitive et volontaire, nous avons été très logistiques. Et la logistique n'est pas la supply chain. Et il est toujours bon, et c'est un choix délibéré des intervenants de la table ronde, mais je pense que pour donner toute l'étendue de la réflexion à nos étudiants et leur faire comprendre le champ d'application de ce à quoi ils se préparent, il faut bien qu'ils comprennent qu'au-delà des grossistes, au-delà des clients des grossistes, il y a en amont aussi des industriels. Et que souvent, les sources d'amélioration ou les sources de défauts potentiels qu'on peut trouver ne sont pas intrinsèques aux distributeurs, aux grossistes, mais souvent ne sont pas intrinsèques à l'industriel, mais se situent souvent à l'interface entre les deux. Et donc, reposer de manière plus systématique à un moment la gestion de l'interface qui peut exister entre l'industriel et ses échelons aval de distribution, qu'ils soient grossistes, qu'ils soient distributeurs, c'est une absolue nécessité. La deuxième remarque que je voulais formuler, et on l'a bien entendu, et c'est le responsable est Gilles. Gilles, qui a pris comme angle d'attaque la distribution en milieu urbain, nous a campé dans un décor local et qui est une des grandes réalités de la problématique logistique et supply chain. Et même si à plusieurs reprises des intervenants de la table ronde ont esquissé des pas de deux vers l'international, je trouve qu'il faut dans les esprits replacer la dimension internationale de manière plus forte encore. Quand j'évoquais d'ailleurs en amont la problématique des industriels fournisseurs, dans beaucoup de cas, peut-être pas celui nécessairement de l'alimentaire, quoique, pour certains produits, le Maroc n'est pas si loin, les fournisseurs ne sont pas des fournisseurs locaux, ce sont des fournisseurs qui viennent d'ailleurs. Ma troisième remarque, et ça sera la dernière avant peut-être de me décaler sur un autre point, c'est que nécessairement nous avons parlé beaucoup d'opérations et du contexte des opérations, du contexte produit, du contexte marketing, et puis ensuite on est arrivé à des problèmes de distribution et de distribution physique, de livraison extrêmement concrets. Il ne faut jamais oublier que les dimensions supply chain et logistique sont au moins à 3 étages, que sont les opérations, l'exécution, que sont les opérations de pilotage, les activités de pilotage, qui sont des activités assez immatérielles. Vous êtes derrière des ordinateurs, vous êtes face à des plannings, face à des outils d'aide à la décision, et vous essayez de trouver quelle est la meilleure solution dans la gestion quotidienne, et vous allez transmettre des ordres opérationnels, et il y a des gens qui vont exécuter l'opération derrière. Et exécuter l'opération n'est ni plus facile, ni moins difficile que
de piloter l'activité et de sortir l'ordre exécutoire, mais c'est deux natures d'activité différentes. Et il y a une troisième nature d'activité qui est la conception même des activités. La conception que sont où est-ce que je mets mes entrepôts, qu'est-ce que je mets en termes de stock à l'intérieur, est-ce que j'externalise pas. Et il faut savoir que le contexte général que vous avez décrit, et on le perçoit bien, et je me contente juste de le stresser, de l'expliciter de manière encore plus forte, fait qu'aujourd'hui, il y a des changements permanents des solutions supply chain. Et c'est en ça que d'ailleurs le métier est passionnant. C'est-à-dire que nous ne sommes plus au long cours, où vous aviez un réseau d'entrepôts, dans le meilleur des cas, quand il existait. Vous aviez une solution de process à l'intérieur de l'entrepôt, vous aviez une solution de distribution et on vivait dessus à des ajustements marginaux près. Aujourd'hui, vous êtes non plus dans des activités de gestion de l'activité supply chain, mais des activités de re-engineering permanent. Il faut reconcevoir de manière permanente les solutions. Et donc, j'en reviendrai à mes jeunes qu'on essaye de former. Quand ils sortent des formations, que ce soit les vôtres, que ce soit les nôtres à l'université ou à l'ESSEC, on sent bien qu'ils vont être dans des statuts d'application dans un premier temps, où ils vont tenter, ils vont regarder, ils vont s'imprégner, et puis ils vont tenter d'appliquer un certain nombre de choses que leurs professeurs et leurs intervenants sont censés leur transmettre. Mais comme souvent, moi, quand je reçois des cadres, des dirigeants, et ils me disent Philippe Pierre, j'ai une proposition de job, t'en penses quoi et tout et autres. Moi, je leur dis, écoute, pour choisir, pense à ton coup d'après. Pour choisir ton coup de maintenant, pense à ton coup d'après. Ton coup d'après, ça va être quoi? Et les jeunes qu'on envoie sur le terrain à la sortie de nos formations, le coup d'après, ils vont se trouver assez rapidement confrontés à quelque chose qui, à mon avis, est très important et dont on parle peu dans nos formations, qui est la décision. Ce sont des jeunes qui sont exposés de plus en plus tôt à des prises de décision de plus en plus complexes. Et les faire réfléchir en amont, même si pour bien réfléchir à ce que c'est qu'une décision, il faut, à mon avis, être titulaire d'un peu d'expérience, il faut revenir sur le sujet, y méditer et autres. Mais parmi tous les dirigeants qu'il y a autour de la table, combien d'entre vous s'est enfermé dans son bureau au cours je vais être généreux, des 3 dernières années pour réfléchir à ce qu'est son processus de décision et comment il bâtit sa décision? J'aimerais bien entendre la réponse, mais c'est quelque chose qu'on ne fait pas. Parce que la décision, elle se pense comme a priori implicite, elle se pense comme on respire. On le pense parce qu'on le fait, on va bien décider. Or, il s'avère que parce que les temps de réaction aujourd'hui sont courts, parce que l'univers de la supply chain est complexe, la complexité, c'est la combinatoire d'un certain nombre de composants qui, à première vue, pour l'esprit, ne sont pas facilement déchiffrables. Eh bien, cet environnement, cette combinatoire de facteurs, moi, ce que j'ai appelé historiquement l'intégration fonctionnelle. Vous travaillez avec plusieurs fonctions, on l'a très bien entendu ce matin. Le marketing, le commerce, les achats sont étroitement liés avec la supply chain. L'intégration sectorielle. On ne peut pas bien travailler dans ces métiers si vous ne discutez pas avec vos clients, si vous ne discutez pas avec vos fournisseurs. L'intégration géographique. Vos fournisseurs sont en Chine, vous avez une plateforme air-mer que vous calez de plus en plus souvent maintenant aux Émirats arabes, à Jebel Ali. Vous avez un bout de marché qui est en train de se développer au Maroc. Du Maroc, vous êtes en train de vous poser la question de commencer à investir l'Afrique francophone. Eh bien, ces décisions complexes, il faut les préparer à les prendre, et c'est quelque chose de compliqué, et les faire méditer le plus tôt possible à ce qu'est une prise de décision. Et leur faire comprendre ce qui est très difficile dans nos cultures latines, que la prise de décision, contrairement à ce qu'on pense, n'est pas un process rationnel, c'est qu'il y a beaucoup d'irrationnel à l'intérieur. C'est, à mon avis, les mettre en bonne posture pour les préparer à mieux exécuter encore ce qu'ils auront à exécuter le coup d'après. Alors justement, sur cette parole-là, moi j'aimerais faire réagir Jean-Brice Hernu, Joël Armary et Laurent Richard. C'est-à-dire sur est-ce qu'on peut supporter que dans une entreprise structurée, une prise de décision relève de l'irrationnel?
Ça doit arriver. Hein. La réponse n'est pas Et forcément là, oui ou non. Ça doit arriver. Mais je voudrais revenir sur J'ai la dit qu'elle n'était pas question de toujours départ. rationnelle. C'est une Je n'ai question. pas dit qu'elle était irrationnelle. Ouais. Il y a l'intuition. Hein. Quand on pratique un métier depuis très longtemps, on a tout un. C'est comme quand on conduit. Hein. On ne réapprend pas. Quand on tourne à droite, on ne dit pas pour tourner à droite, il faut que je tourne le volant à gauche, il faut que je mette le clignotant. C'est instantané. Hein. Donc il y a beaucoup de ça aussi quand on exerce un même métier depuis longtemps et qu'on a pas mal d'expérience. Cela étant, par rapport à la prise de décision. Je pense qu'il y a des sourires. Vous avez dit quand on tourne à droite, on tourne le volant à gauche. Donc je pense que c'est ça qui fait sourire. Mais Ouais. Donc c'était bien. Donc c'était bien. Je ne sais pas si on fait de l'introspection autour de la table, à tous à faire de l'introspection, savoir comment on réfléchit, comment on prend des décisions. Moi, j'ai quand même un certain nombre de critères. C'est-à-dire quand on me demande, on me pose une question sur une prise de décision, on me demande si c'est la bonne question. Hein, toujours. Et en général, quand on recule et quand on approfondit, on s'aperçoit que la question, elle est plus profonde. Bon. La deuxième, c'est que je me demande si c'est moi qui dois prendre la décision. Et là aussi, la réponse, c'est que c'est sans doute pas moi. Hein. Et donc, renvoyer la question à celui qui l'a posée, c'est quand même une assez bonne façon de faire grandir ses collaborateurs. Donc, j'essaie de prendre le moins possible de décisions. Quand je prends des décisions, j'essaie d'y réfléchir longtemps. Et j'essaie surtout pas d'y réfléchir tout seul dans mon bureau. Voilà. Joël Armari, Alors, comment vous faites-vous? Alors je vais vous surprendre, nous on est une coopérative d'indépendants. Donc qui décide et comment ça marche, c'est à peu près la moitié de mon temps. Sur qui prend la décision, comment on fait, comment faire que les orientations nationales qu'on prend sont suivies sur le terrain, que le terrain c'est un chef d'entreprise, il y en a qui vont jamais livrer, puis il y en a la moitié qui vont livrer. Et donc le système décisionnel dans le type d'organisation dans lequel je travaille, et j'ai découvert ça chez Intersport, si je suis chez Big Mat, c'est pas parce que je connais le négoce, c'est parce que j'ai travaillé les entreprises indépendantes, les entreprises en réseau, qui sont une des formes les plus adaptées à la réactivité terrain, contrairement aux multinationales, mais quand moi j'ai fait de l'international, quand on est patron de filiale, on est aussi indépendant que si on est patron de réseau local. Hein. Donc ce structure de management, ça prend beaucoup de mon temps. Non seulement ça, c'est qu'on a aussi décidé, puisque dans les problématiques qu'on a, c'est pas de livrer le bon produit. Parce que dans nos services SAV, c'est que le produit était bon, mais il a été mal posé. Donc on est sur l'économie du savoir et de la connaissance. Et donc on travaille depuis déjà 2 ans sur essayer d'orienter l'entreprise vers ce qu'on appelle l'entreprise apprenante, c'est-à-dire de faire la transmission des savoirs. Et là, y compris auprès des clients. Hein. Mais c'est surtout là que ça se passe d'ailleurs, parce que moi, les adhérents, c'est 100 interactions. Nos collaborateurs et les clients, c'est des milliers d'interactions. C'est tellement vrai qu'on a monté des centres de formation pour clients. Donc on en a déjà ouvert 4. On a prévu d'ouvrir une 12aine de centres de formation pour clients. Vous doutez que si on monte des centres de formation pour clients, on a encore intensifié la formation de nos collaborateurs. Mais dans ce dispositif, il y a chez les artisans ce qu'on appelle des maîtres artisans. C'est-à-dire des gens qui, comme les compagnons, forment les autres, parce que c'est devenu compliqué. Donc on travaille pour que certains de ces compagnons forment nos vendeurs. Parce que ce n'est pas par hasard que je vous ai choisi, parce que je savais que vous étiez d'un certain niveau, comme le disait mon camarade de Philippe table. Pierre-Dornier. Philippe, voilà. Merci Paul Valéry. J'ai choisi de vous parler de la relation, de la trilogie de la relation. Et même si vous m'avez demandé de parler du numérique et de dire en quoi le numérique va vous amener à changer les choses, j'ai bien rappelé que le relationnel est la clé de voûte de notre organisation. Alors, j'ai dit relationnel, je n'ai pas dit irrelationnel. Tout est I, donc vous nous l'avez dit. Hein, donc, Oui, mais ce n'est pas le même I. Et en l'occurrence, nous, on insiste plus sur l'émotionnel que sur l'irrationnel. L'émotionnel est très rationnel. Il a ses logiques, il a ses façons de faire. Il est basé sur la confiance. Jean-Paul n'est pas là, mais je reviendrai demain, parce que si c'est Jean-Paul qui me dit, moi j'ai confiance. Donc ce sont des sujets très clairement... Je peux rebondir. Mais bien sûr, c'est l'objet des tables rondes. Dans les outils utilisés en formation, il y a un outil qui s'appelle le Beer Game. Je ne sais pas si vous le connaissez, qui grosso modo illustre ce qu'ils appellent dans le jargon universitaire le bullwhip effect. Le bullwhip effect, c'est le fouet du vacher. Et donc, grosso modo, quand dans une supply chain, vous avez un petit aléa qui se déclenche au niveau du marché, et quand vous voyez l'onde physique se propager au cours du temps en remontant la supply chain,
vous apercevez que l'ampleur de l'aléa ne fait que s'accroître. Et en termes de stock, c'est incroyablement saisissant. C'est-à-dire que quand vous avez un petit problème de stock à l'échelon aval, le plus en aval d'un point de vente, quand vous cumulez tout ça et que vous remontez dans le temps, vous apercevez que 2 mois après, chez les fournisseurs, vous avez des problèmes de stock, soit de rupture, soit de surstock, qui sont colossaux. Et quand on cherche la clé de compréhension du bullwhip effect, de cette espèce de propagation, c'est exactement le terme qui est utilisé, c'est un problème de confiance. Les gens sont allergiques parce que ce sont des acteurs rationnels. Un acteur rationnel, il est comme votre artisan, il veut minimiser ses emmerdes. Et donc, quand il est face à des aléas, qu'est-ce qu'il fait? Il tente de se couvrir par rapport à l'aléa. Et quand vous n'avez pas confiance dans le système supply chain, quand vous n'avez pas confiance dans la logistique, quand vous n'avez pas confiance dans l'entrepôt qui est censé vous servir les produits et autres, eh bien, il y a un phénomène qui est un phénomène classique, c'est que les gens, ils anticipent et ils stockent. Et le vrai mot, le mot sur lequel il faut méditer, c'est le mot confiance. Alors, c'est assez extraordinaire. Vous n'étiez pas là avant-hier. Nous avons reçu Raphaël Enthoven qui a travaillé dans sa conférence sur ce thème-là, donc c'est bien que ça boucle. Hein. J'aimerais que Laurent Richard reprenne le micro quelques instants, puisque par rapport, vous le reprendrez après, Jean-Marie, vous inquiétez pas, sur la confiance, c'est vous qui avez prononcé le mot, Philippe Pierre vient de rebondir dessus, et c'est un point peut-être sur lequel vous avez été aussi un peu, tout à l'heure, pas attaqué, mais mis en défaut sur la relation, quand Jean-Brice Hernu disait, nous, nos chauffeurs, ils connaissent leur tournée, ils connaissent les clients, donc il y a une relation de proximité, de confiance, ce que n'a pas un transporteur logisticien comme Kuehne+Nagel. Déformer mon propos, ce sont leurs clients. Oui, c'est pas leurs clients de leurs clients. Ce sont leurs clients. Et dans ce cas-là, comment vous instaurez la confiance dans des tournées qui peuvent être aléatoires et différentes? Sur ce point de vue-là, Kuehne+Nagel a... Bon, déjà, on n'est pas en concurrence directe avec Pomona, je ne pense pas. Sur ce point de vue, Kuehne a vraiment... Enfin, anciennement Alloin, parce que là, tout le mérite en revient à M. Alloin. Donc, la proximité. La proximité, Kuehne a sa propre flotte de chauffeurs. C'est un des seuls. Moi, je viens de la route aussi. J'étais chez Calberson avant. Tout était sous-traité. Donc là, en effet, il y avait un problème de confiance, puisque vous aviez des chauffeurs du jour au lendemain qui changeaient. Chez Alloin, parce que c'est vraiment Alloin là qu'il faut mettre en exergue, ils ont 80% de leur flotte, c'est leur véhicule, c'est leurs chauffeurs, c'est pas des sous-traitants. Donc en effet, c'est super important. Le terrain, ça fait plaisir d'avoir des managers qui vont sur le terrain, et parce que des fois, moi je suis commercial dans une société suisse-allemande, pardon. C'est compliqué. Dans la prise de décision, elle est compliquée aussi. Mais ouais, c'est vraiment le terrain, c'est la base de tout. Et des fois, on a des gens qui oublient un peu ça. Donc là, il y a vraiment je dirais, sur Alloin et maintenant Kuehne+Nagel, j'espère qu'ils vont le garder. Mais d'ailleurs, c'est intéressant comme vous en parlez en citant la marque Alloin, comme si vous vouliez la garder pour justement garder cette notion de proximité. C'est pas vous qui décidez, là, pour le coup. Oui, puis moi, je suis pas dans cette partie-là vraiment, mais je viens de la route encore une fois, et moi ça m'a surpris en venant chez Kuehne de voir que 80% des tracteurs étaient en propre, avec la carte grise Cain Road maintenant, et que c'était les chauffeurs qui étaient salariés de l'entreprise. Alors que chez Calberson, c'est l'inverse. C'est 80% qui sont des sous-traitants et qui ne sont pas salariés de l'entreprise. Donc, tout ça pour avoir une flexibilité, bien sûr, par rapport aux livraisons. Mais je pense que c'est très important d'avoir ce chauffeur qui vient, d'avoir cette relation de confiance entre les particularités. Moi, sur l'overseas, c'est quelque chose qu'on n'a pas du tout. Puisqu'on va sous-traiter des camions polonais, des choses comme ça. Pour avoir le business, on est obligé de sous-traiter, et c'est des choses qu'on n'a pas. On revient aussi dans votre structure, la prise de décision. Quand on est une entreprise de culture allemande, je suppose qu'il y a des modes de décision qui sont différents de ceux des pays latins. C'est extrêmement pyramidal. Voilà. Donc pour le coup, Joël Armari, président du directoire, déciderait de tout, lui, s'il était en haut. Oui. S'il était en haut à Schingilegi en Suisse, il déciderait de tout. L'avantage de la coopérative, Joël Armari? Moi, ma vraie école de management, ça a été l'Asie. Hein. J'étais basé à Singapour. À 30 ans, j'étais patron. Toutes mes équipes étaient chinoises et mes clients japonais. J'avais fait les grandes écoles françaises et j'ai fait un billet aux États-Unis. Ça ne marche pas.
Donc il faut vite revoir tous ces principes de décision. Et il se trouve qu'ils ont aussi certaines clés que je ramenais en Europe depuis longtemps, et ça marche effectivement, mais il faut mixer tout ça. Enfin bon, comme ce n'est pas le sujet, je voulais repartir par rapport, puisque vous êtes enseignant et qu'effectivement, vous avez bien fait rappeler, monsieur, que votre mission principale, c'est de former les gens à la filière logistique et de voir ce qui se passe dans les entreprises. On a essayé de vous témoigner de façon concrète ce qui peut s'y passer. Alors, les métiers de demain et les besoins de demain. J'ai 2 exemples complémentaires qui répondent un peu à l'appel tout à l'heure sur le management et sur l'accueil. Je voudrais, dans nos CQP, on a 3 grands CQP. CQP management, CQP vendeur et CQP, on dit logistique. Il faut dire que chez Big Mat, on a beaucoup de mots français, donc c'est pour ça qu'on dit logistique plutôt que supply chain, mais enfin chez Big Mat, les anglicismes, on aime bien. Il y a une fonction importante dont on ne parle pas, qui est le cariste. C'est celui qui charge le camion. Et comme il charge le camion de l'artisan, celui-là, il peut vous flinguer la vente. C'est-à-dire qu'au moment où il charge, il dit, mais dis non, il t'a dit ça, l'autre, de prendre ça, tu es au courant qu'il y a un produit qui est mieux ? Et donc le cariste, il faut le suivre avec autant d'intérêt et de passion, et il est aussi vendeur que le vendeur. Surtout que les caristes, ils sont jeunes, ils sont formés, ils ont vu sur Internet, ils sont au courant des formations des fournisseurs. Et donc c'est un élément sur lequel je voulais aussi attirer votre attention, que dans la chaîne et tout, il faut s'assurer qu'aujourd'hui, ça sort de partout. L'autre élément de réflexion quand même, vous avez vu que dans la borne, ceux qui alimentent sont nos fournisseurs. On a passé autant de temps à écrire les portails d'interface pour que les fournisseurs mettent à jour les données, parce qu'on ne veut pas en prendre la responsabilité. Par contre, on a expliqué aux fournisseurs comment le client la lit. Alors un artisan ou un architecte, il ne dit pas pareil. Donc, et là, on redevient distributeur. On a un mot-clé dans nos stratégies. On a annoncé à tout notre écosystème, nous étions distributeurs de matériaux, maintenant on est distributeurs de contenu. Donc moi, j'ai recruté une journaliste, par exemple, et j'ai créé une direction de l'information, pas de la communication. Parce que la posture des acteurs aujourd'hui, si vous communiquez, c'est un peu de la publicité. Si vous informez, tout le monde vous lit. C'est-à-dire que si vous êtes capable de donner de l'information qui apporte de la valeur ajoutée, tout le monde arrive. Voilà. Donc, et là, on a vraiment construit ça pour être le maillon. On se rend compte que j'avais visé juste amont, aval. Et depuis qu'on présente ça, c'est ce qui s'est passé il y a 15 jours d'ailleurs, on se rend compte qu'on vise un écosystème beaucoup plus grand sur le contenu de l'information. Je terminerai en disant que l'accueil dans les points de vente, vous avez compris l'importance du relationnel, est fondamental. Et on travaille avec des gens qui s'appellent l'Académie du service, qui viennent de l'hôtellerie. Et je ne vais pas vous dire tout ce qu'on apprend avec eux. Ils ont une philosophie qui s'appelle la symétrie des attentions, qui est que, en gros, un de vos collaborateurs gère son client aussi bien que vous le gérez. Donc si vous voulez être sûr que vous gérez bien vos clients, réfléchissez à comment vous gérez vos collaborateurs. Donc symétrie des attentions. Mais l'exemple le plus marquant, et je vous laisserai après réagir si vous souhaitez à tout ça, c'est que dans les hôtels, au moment du rush et à l'accueil de la porte, celui qui ouvre la porte, c'est le numéro 2 de l'hôtel. À la réception, ils mettent le numéro 2 de l'hôtel. Ils ne mettent pas à la réception le gars qui ne sait même pas où c'est. Et donc nous, on a pris conscience dans le négoce que le 7 à 9, ce n'est pas le 15 à 13. Enfin, le 15 à 17, pardon. Le 7 à 9, c'est là que tout le monde est là, il y a rush, et ils veulent gagner du temps, et c'est assez compliqué de savoir, tiens, ouvre un deuxième, fais ceci, et de guider les gens. Ben, on commence à effectivement suivre les conseils des gens de l'hôtellerie, c'est que le chef d'agence, c'est-à-dire le numéro 1 du point de vente, c'est peut-être à lui de surveiller ce trafic et d'organiser les opérations. Là, les règles statistiques, on n'a pas trouvé les ordinateurs qui savent paramétrer ça. L'humain compte beaucoup, on voit vite s'il est énervé ou pas énervé. Et donc, voilà aussi des fonctions de management extrêmement opérationnelles qui changent totalement la vision du service client. Merci. Jean-Brice Hernu, qu'est-ce que vous attendez, vous, des enseignants qui sont en face de nous pour former les générations que vous embaucherez demain ? C'est une question vaste et bien ouverte, tout ça. 3 mots-clés ? Ouais. Je pense qu'il y a une dimension technique, donc un savoir, qui est compétence importante, métier. qui est importante, bien sûr, c'est la fonction première. Et il y a une dimension humaine, le savoir de comportement, un savoir-être. Et puis, il y a une dimension de savoir-faire. Et ça, les formations en alternance, quand même, ça permet
de savoir utiliser son savoir et d'allier tout ça avec un comportement. Donc c'est vraiment les dimensions savoir-être et savoir-faire, avec bien sûr les notions de savoir décider, ce qui est aussi savoir faire preuve de courage de temps en temps. Voilà. Je pense que c'est ça les points essentiels pour moi. Vous prenez dans vos entreprises, dans vos filiales, des jeunes en alternance, justement? Ah oui, oui, beaucoup. Chez Big Mat aussi? Oui. Chez Kuehne+Nagel, vous avez aussi l'alternance pour l'insertion des jeunes? Avant de passer le micro à la salle, Philippe-Pierre Darnay, j'aimerais qu'on dise un dernier mot avec vous, parce que justement, par rapport à ce qui vient d'être dit par Jean-Brice Cernu, par Joël Armary, on parle, et vous l'avez dit vous aussi, de plus en plus de savoir-être, se confrontant peut-être aux compétences métiers, et parfois, j'ai l'impression, prenant un peu le dessus. Est-ce que vous observez ça? Est-ce que c'est une fausse vision? Est-ce que finalement les compétences techniques deviennent moindres ou minoritaires par rapport aux besoins en savoir-être? La réponse, surtout dans nos métiers, c'est non. Le savoir-faire et la compétence technique, y compris, et vous le soulignez, dans les échelons les plus exécutants. Et je trouve que vous rappeliez là encore très justement le rôle de gens qu'on n'observe pas suffisamment. L'arbitrage commercial que peut faire un cariste est incroyablement sous-estimé. Donc avoir la compétence des savoir-faire est indispensable. Pourquoi? Parce que ça donne une légitimité. Et que les gens, quand ils n'ont pas cette légitimité, quand ils n'ont pas cette force intérieure acquise, ils pourront essayer de maquiller ça comme ils veulent par des savoir-être. Ça transparaîtra toujours et ça paraîtra toujours insuffisamment équilibré dans la posture. Et donc, encouragez-les à acquérir les bons savoir-faire, à les tester sur le terrain, à les expérimenter. Ça les consolidera, ça les renforcera. Et puis le reste, il faudra qu'ils l'acquièrent en ayant préparé, comme je le disais tout à l'heure, le coup d'après. Il faut ouvrir l'esprit à ça. C'est peut-être pas par ça qu'il faut commencer, mais il faut être prêt à le recevoir. Et il faut leur dire surtout de venir vous retrouver dans 5 ans ou dans 10 ans. C'est-à-dire que le drame de nos... Enfin, quand je dis le drame, le mot est excessif, mais la difficulté de nos systèmes d'enseignement actuels, parce qu'ils ont été bâtis comme ça, c'est que contrairement au monde militaire, et que je ne veux pas ériger en exemple, mais qui de ce point de vue-là est intéressant à observer, où les gens passent leur temps à se former pour essayer d'utiliser ce qu'ils ont appris le moins possible, nous, on est toujours dans la réalisation des choses. Enfin, quand je dis nous, et finalement, on prend insuffisamment de temps pour se former. Et pour les gens qui ont 5, 10, 15 ans, 20 ans d'expérience professionnelle, et je dis bien y compris 20 ans d'expérience professionnelle, la valeur ajoutée principale d'une formation, c'est pas tant de venir acquérir le savoir d'un professeur. Je n'ai plus aucune illusion quant à ce que je suis capable de leur transmettre, parce qu'ils ont la capacité terrain, ils ont l'expérience terrain. Mais en venant se former, après des années d'expérience professionnelle, ils vont avoir 2 choses importantes, et j'en rajouterai une troisième. La première, ils vont acheter du temps, parce que la formation, ça se paye, donc ils vont acheter du temps. Et acheter du temps aujourd'hui, c'est quelque chose qui est d'une immense valeur, car subitement, vous avez ce travail de réflexivité sur vous-même, de réflexion sur ce que vous avez fait. La deuxième chose qu'ils vont pouvoir acquérir, c'est la confrontation avec les autres. Et ils vont s'apercevoir que leur situation, globalement, elle n'est pas différente de celle de leurs voisins. Et ça, plus on monte dans les responsabilités, plus vous pouvez être rongé par des incertitudes quant à votre capacité à tenir votre responsabilité. Comme vous apercevez que l'incertitude, c'est intrinsèque à tous les gens qui ont ce type de responsabilité, c'est une dimension rassurante. Puis la troisième chose, il ne faut pas le minimiser, ils sont confrontés également avec des gens qui, à défaut de leur déverser un savoir, ont la capacité d'organiser le débat et d'organiser le transfert du savoir entre les participants d'une assemblée. Donc encouragez-les à leur dire, à se dire, à qu'ils intègrent le fait qu'ils ont un temps de formation avec vous aujourd'hui, mais qu'il faudra qu'ils vous reviennent à des moments précis de leur carrière. Merci.